Le grand livre de comptes fut découvert en 1875, dissimulé sous les lattes pourries du parquet d'une maison d'habitation incendiée en Martinique. 28 ans après la transaction, l'écriture était encore méticuleuse. 12 noms, 12 âges allant de 4 à 14 ans, 12 prix totalisant 40 000 francs, tous vendus le 25 décembre 1847. Mais ce fut la dernière entrée qui fit trembler les mains du greffier. Un seul mot, écrit avec une encre différente, d'une main tremblante qui ressemblait à peine aux écritures précédentes, pardonner. Ce que les autorités découvrirent dans les jours suivant ce Noël allait remettre en cause toutes les hypothèses sur la justice, la culpabilité et le poids d'une seule nuit. Le nom du maître était Henri de Grandpré, et à l'aube du 26 décembre, quelque chose l'avait changé si profondément que ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il n'était plus le même homme. Certains disaient que c'était un châtiment divin, d'autres chuchotaient à propos de quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose qui était venu le chercher dans l'obscurité de cette nuit sainte, alors que le monde célébrait la paix et qu'il avait commis un acte si cruel que même les hommes endurcis détournaient le regard avec dégoût. La vérité, enfouie dans les témoignages, les lettres et les souvenirs fragmentés de ceux qui ont survécu, est plus troublante que n'importe quelle légende. Car ce qui est arrivé à Henri de Grandpré cette nuit-là n'avait rien de surnaturel. C'était entièrement, horriblement humain. Et ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, c'est que chaque détail peut être retracé dans des archives documentées, des récits de témoins et les preuves physiques qui sont restées longtemps après que tous les protagonistes soient retournés à la poussière. Avant de poursuivre l'histoire d'Henri de Grandpré et des 12 enfants dont il a vendu la vie pour le profit le jour le plus saint de l'année, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous dire de quelle région ou ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir où se trouve notre public. Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé cette nuit de Noël en 1847. L'habitation Bellevue se trouvait à 10 kilomètres au sud de Saint-Pierre, en Martinique, sur des terres appartenant à la famille depuis 1809. En 1847, c'était l'une des rares plantations de la région fonctionnant encore à plein régime, malgré les tensions politiques qui déchiraient la métropole et les colonies depuis près de 3 ans. Alors que d'autres planteurs avaient vu leur main-d'œuvre se révolter ou fuir face aux rumeurs d'abolition venant de Paris, Henri de Grandpré avait réussi à maintenir son exploitation intacte grâce à une combinaison de discipline brutale et d'isolement géographique. La maison de maître elle-même était une structure imposante à 2 étages, avec une varangue et des colonnes blanches depuis longtemps grisées par la négligence. La peinture s'écaillait en longues bandes, révélant un bois noirci par des décennies d'humidité tropicale et de chaleur. 6 fenêtres faisaient face à la cour avant, leurs verres déformés par l'âge reflétant des images distordues de quiconque s'approchait.
Le toit s'affaissait légèrement au milieu et lors des fortes pluies tropicales, l'eau s'infiltrait par le plafond du couloir du deuxième étage, créant un son rythmé qui résonnait dans les pièces vides. Autour de la maison principale se trouvait la rue Cazenègre, 23 petites cases disposées en 2 rangées, chacune abritant plusieurs familles. Les cases étaient construites en gaulettes grossières, colmatées avec de la boue et de la bagasse qui devait être remplacée chaque printemps. Chaque case mesurait environ 3 mètres sur 4 et abritait de 4 à 8 personnes. Il n'y avait pas de vitres, seulement des volets en bois qui pouvaient être ouverts pendant la journée. Les sols étaient en terre battue et les toits faits de feuilles de canne séchées qui fuyaient pendant les tempêtes. Au-delà des cases s'étendaient les champs de canne à sucre vers une ligne de flamboyants qui marquait la limite des terres de Grand Pré. 120 hectares de canne, bien que seulement 80 fussent activement cultivés en 1847. Le sol volcanique était difficile à travailler et les rendements baissaient depuis des années. Mais Henri refusait de reconnaître le déclin, insistant dans ses registres sur le fait que la terre était aussi productive qu'à l'époque de son père. Entre les champs et les cases se trouvaient les bâtiments de travail, une sucrerie, une forge, un atelier de menuiserie, un boucan et une grande grange qui stockaient l'équipement et servaient de lieu de punition quand Henri le jugeait nécessaire. La sucrerie était la plus grande structure de la propriété après la maison principale. Un bâtiment caverneux au sol de terre et aux engrenages massifs en bois qui broyaient la canne pour en extraire le jus. Le bruit du moulin pendant la saison de la récolte, la roulaison, était assourdissant. Un grincement et un claquement constants qui pouvaient être entendus à des kilomètres. Henri de Grandpré avait 47 ans en décembre 1847. Il mesurait un peu moins d'1,80 m, avec une silhouette mince qui s'était affinée au fil des ans. Ses cheveux, autrefois brun foncé, étaient devenus majoritairement gris et il les portait peignés en arrière sur un front haut. Son visage était anguleux, tout en lignes nettes et en os saillants, avec des yeux enfoncés qui croisaient rarement le regard de quiconque. Il avait l'habitude de pincer les lèvres lorsqu'il réfléchissait, créant des lignes profondes autour de sa bouche qui lui donnaient un air perpétuellement désapprobateur. Ceux qui traitaient avec lui en affaires le décrivaient comme méthodique, froid et obsédé par le maintien du contrôle. Il tenait des registres détaillés de tout, rendement des cultures, modèles météorologiques, dépenses et les noms, âges et valeurs estimés de chaque personne asservie sur sa propriété. Ces grands livres remplissaient une étagère entière dans son bureau, chacun étiqueté par année et catégorie. Il passait des heures à les revoir, faisant des annotations dans les marges, calculant des projections pour les futures récoltes. Mais il y avait autre chose dans ces registres, quelque chose qui ne serait découvert qu'après sa mort. Intercalées parmi les entrées commerciales se trouvaient des observations personnelles, écrites d'une écriture plus petite et plus serrée.
De brèves notes sur les gens qui la servissaient. Le fils de Marie, Jean, montre des aptitudes pour la menuiserie. Adèle, 4 ans, maladive, pourrait ne pas survivre à l'hivernage. Pierre apprend le métier de forgeron, valeur en hausse. Ce n'étaient pas des observations compatissantes, c'étaient des évaluations, de la même manière qu'un fermier noterait quel bétail prospérait et lequel dépérissait. Henri avait été élevé pour voir l'esclavage comme un ordre naturel, une nécessité économique et une structure sociale ordonnée par Dieu. Son père, Louis de Grandpré, avait possédé l'habitation avant lui et avait inculqué à Henri une vision du monde rigide. Il y avait ceux qui étaient faits pour diriger et ceux qui étaient faits pour servir. Remettre en question cet ordre était non seulement insensé, mais dangereux. Cela menaçait le fondement même de leur société coloniale. Louis était mort en 1856, laissant l'habitation à Henri, son seul fils survivant. Le frère aîné d'Henri, Charles, avait été tué lors d'un accident de chasse en 1849 et son jeune frère, Robert, était mort de la fièvre jaune en 1852. Cela laissait Henri comme seul héritier, une responsabilité qu'il assumait avec un sérieux sinistre. Henri s'était marié en 1851, à l'âge de 35 ans, avec une femme nommée Éléonore de Valois, la fille d'un riche négociant de Fort-de-France. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais un arrangement pratique. Éléonore apportait une dot substantielle, et Henri fournissait le statut social et la terre. Ils eurent 4 enfants coup sur coup, 2 fils, Guillaume et Charles, et 2 filles, Marguerite et Anne. Éléonore était une femme calme, profondément religieuse, qui passait la plupart de son temps dans les chambres à l'étage de la maison, lisant les Écritures et écrivant des lettres à sa famille à Fort-de-France. Elle s'aventurait rarement dans les champs ou les cases, et elle ne remettait jamais en question la gestion de l'habitation par Henri. Mais ceux qui la connaissaient disaient qu'elle semblait perpétuellement triste, comme si elle portait un poids qu'elle ne pouvait nommer. En 1859, Éléonore tomba enceinte de leur 5e enfant. La grossesse fut difficile dès le début. Elle était faible, souvent alitée, et au 8e mois, il était clair que quelque chose n'allait pas. Par une nuit froide de novembre, elle entra en travail. Le bébé, un garçon, naquit mort-né. Éléonore fit une hémorragie et mourut 3 heures plus tard à l'âge de 32 ans. Henri la fit enterrer dans le cimetière familial, une petite parcelle sur une colline surplombant les champs de Cannes. Il commanda une pierre tombale en marbre avec son nom, ses dates et une seule ligne des proverbes. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Il ne visita jamais la tombe après les funérailles. Les enfants furent envoyés vivre avec la sœur d'Éléonore à Fort-de-France, peu après la mort de leur mère. Henri disait aux gens que c'était pour leur éducation et leur sécurité, mais les proches de la famille soupçonnaient la vraie raison. Ils ne supportaient pas de les regarder. Ils lui rappelaient Éléonore, et Éléonore lui rappelait l'échec. Il avait échoué à la protéger, échoué à lui donner une vie de bonheur, échoué à être autre chose qu'un mari froid et distant. Avec les enfants partis, Henri se retira davantage dans son travail.
Il passait 18 heures par jour à gérer l'habitation, examinant les registres, plantant les cultures et maintenant le contrôle rigide qui définissait son existence. Il mangeait seul, dormait seul et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Les familles asservies apprirent à l'éviter autant que possible, à se déplacer silencieusement quand il était proche, à ne jamais croiser son regard. Son seul compagnon régulier était Gaspard Leclerc, le géreur. Gaspard était un homme imposant, de plus d'1,80 m et lourdement musclé, avec une barbe rousse épaisse et de petits yeux froids. Il travaillait sur l'habitation depuis 1857, embauché par le père d'Henri peu avant la mort de Louis. Gaspard était efficace, brutal quand il le jugeait nécessaire, et totalement loyal envers Henri. Il vivait dans une petite maison près de la sucrerie, séparée à la fois de la maison principale et des cases, une représentation physique de sa position, au-dessus des esclaves, mais au-dessous du maître. Gaspard gérait les opérations quotidiennes de l'habitation, assignant le travail, distribuant les rations, maintenant la discipline. Henri lui faisait entièrement confiance, peut-être parce que Gaspard ne remettait jamais en question les ordres et ne montrait aucun signe de conflit moral sur la nature de leur travail. Pour Gaspard, les personnes asservies étaient des outils, pas différents des charrues ou des moulins. Vous les entreteniez, vous les utilisiez, et quand ils cassaient, vous les remplaciez. L'hiver de 1847 avait été particulièrement difficile, ou du moins ce qu'on appelle l'hiver sous les tropiques, une saison des pluies prolongées qui avait pourri les racines avant qu'elles ne puissent être récoltées. En décembre, le sol était détrempé et boueux. Les familles asservies se blottissaient dans leurs cases la nuit, essayant de rester au sec dans des structures qui n'avaient jamais été conçues pour le confort. La récolte de sucre avait été la pire de la décennie. Henri calcula qu'il avait perdu près de 40% de son rendement prévu. Le sucre produit était de mauvaise qualité, se vendant à bas prix au marché, et le marché lui-même était dans le chaos. L'économie coloniale vacillait face aux troubles politiques en France métropolitaine. L'inflation était rampante et les créanciers exigeaient des paiements en or ou en marchandises. Henri faisait face à des dettes qu'il ne pouvait ignorer. Il devait 15 000 francs à une banque de Saint-Pierre, 8 000 francs à un courtier en sucre et encore 10 000 francs à divers fournisseurs qui avaient fourni des semences, de l'équipement et d'autres nécessités à crédit. Au total, il était endetté de près de 33 000 francs sans moyen clair de payer. Il passa les 2 premières semaines de décembre à examiner ses options. Il pouvait vendre des terres, mais les prix avaient chuté à cause de l'incertitude politique. Il pouvait vendre de l'équipement, mais il en avait besoin pour opérer. Il pouvait réduire sa main-d'œuvre, mais il fonctionnait déjà à capacité minimale. Et puis, le 15 décembre, il reçut une lettre d'Antoine Lefebvre. Lefebvre était un négrier basé à Pointe-à-Pitre, l'un des rares opérants encore dans les Antilles françaises en 1847, alors que la traite était illégale, mais que le commerce interne persistait.
Il s'était spécialisé dans ce qu'il appelait les investissements d'avenir, de jeunes esclaves qui pouvaient être formés pour des tâches spécifiques et fourniraient des décennies de travail. La lettre était brève et professionnelle. Lefebvre avait entendu dire qu'Henri rencontrait des difficultés financières. Il était prêt à faire une offre généreuse pour de jeunes esclaves, âgés de 4 à 14 ans, payés en or. Il en prendrait autant qu'Henri était prêt à en vendre, sans poser de questions, avec paiement à la livraison. Henri lut la lettre 3 fois. Il s'assit dans son bureau, fixant les mots, calculant des nombres dans sa tête. 12 enfants. S'il en vendait 12 à un prix moyen de 3500 francs chacun, il aurait 42 000 francs, assez pour payer toutes ses dettes et avoir de l'argent restant pour les semences et les fournitures de la plantation de printemps. Il se dit que c'étaient les affaires, juste les affaires. Les enfants mangeaient de la nourriture que l'habitation ne pouvait pas épargner. Ils ne seraient pas productifs avant des années. Leurs parents auraient d'autres enfants. C'était une décision pratique, une décision nécessaire. C'était ce que son père aurait fait. Il répondit à Antoine Lefebvre le soir même, acceptant la vente. 12 enfants, âgés de 4 à 14 ans, à livrer le 25 décembre, jour de Noël. Paiement en or à la livraison. Il scella la lettre et la donna à Gaspard pour la poster le lendemain matin. Puis il se servit un verre de rhum vieux et retourna à ses registres, essayant d'ignorer la petite voix persistante au fond de son esprit qui chuchotait qu'il commettait une erreur. Le processus de sélection commença le 18 décembre, exactement une semaine avant Noël. Henri se réveilla avant l'aube, comme toujours, et passa 1 heure dans son bureau à examiner les registres de l'habitation. Il avait une liste de tous les enfants sur la propriété, 37 au total, allant des nourrissons aux adolescents de 16 ans. Il devait en choisir 12. Les critères étaient simples. Ils devaient être en bonne santé, avoir entre 4 et 14 ans, et provenir de familles qui ne causeraient pas trop de problèmes. Henri savait que vendre des enfants provoquerait chagrin et colère, mais il calcula que certaines familles seraient plus faciles à gérer que d'autres. Les familles avec plusieurs enfants seraient moins dévastées par la perte d'un seul. Les familles avec des figures masculines fortes pourraient résister, alors il éviterait de prendre leurs enfants si possible. Il fit ses sélections préliminaires sur papier, écrivant 12 noms dans son registre. Puis il appela Gaspard. Gaspard arriva au bureau juste après le lever du soleil. Henri lui montra la liste et expliqua le plan. Gaspard écouta sans expression, puis hocha la tête. « Quand voulez-vous leur dire ?» demanda Gaspard. « La veille de Noël, » dit Henri. « Pas la peine de leur donner le temps de causer des problèmes. »« Ils causeront des problèmes de toute façon, » dit Gaspard. « Vous prenez leurs enfants. »« Alors nous gérerons, » dit Henri. « Mais la vente a lieu. Lefebvre sera là le matin de Noël avec l'or. » Gaspard hocha de nouveau la tête et partit. Henri resta seul dans son bureau, fixant la liste des noms. « 12 enfants, 12 vies qui seraient déracinées, séparées de leur famille, vendues à des étrangers. » Il ressentit une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la culpabilité, mais un malaise. Il le refoula et retourna à ses calculs.
Au cours des 2 jours suivants, Henri marcha à travers la rue Cazenègre et les zones de travail, observant les enfants sur sa liste. Il les regardait jouer, travailler, interagir avec leur famille. Il cherchait des signes de maladie, de faiblesse ou de problèmes comportementaux qui pourraient réduire leur valeur. La première enfant sur sa liste était Adèle, une fille de 4 ans qui vivait avec sa mère, Sarah, et 2 frères et sœurs plus âgés dans la case numéro 7. Adèle était petite pour son âge, avec de grands yeux noirs et un comportement calme. Elle parlait rarement, même aux autres enfants, et passait la plupart de son temps accrochée aux jupes de sa mère. Henri nota qu'elle semblait en bonne santé malgré sa taille, et sa jeunesse la rendait précieuse. Elle pourrait être formée pour le travail domestique et fournirait des décennies de service. Le second était Jean, un garçon de 6 ans qui vivait avec sa mère, Marie, et sa grand-mère dans la case numéro 12. Jean était énergique et curieux, posant toujours des questions, explorant toujours. Marie était une femme forte, l'une des travailleuses les plus capables de l'habitation, et Henri savait que prendre son fils la dévasterait. Mais Jean était en bonne santé, intelligent et rapporterait un bon prix. La troisième était une fille nommée Lucie, âgée de 7 ans, qui vivait avec ses parents et 3 frères et sœurs plus jeunes dans la case numéro 3. Lucie aidait sa mère avec les plus jeunes et apprenait déjà à coudre et à cuisiner. Elle était calme et obéissante, des traits qui la rendraient précieuse dans un cadre domestique. Le quatrième était un garçon nommé Pierre, âgé de 8 ans, qui vivait avec son père, un forgeron nommé Joseph, et sa mère dans la case numéro 15. Pierre était apprenti avec son père, apprenant le métier et montrant une compétence considérable pour son âge. Henri hésita sur celui-ci. Joseph était une figure forte et respectée dans la communauté, et prendre son fils pourrait provoquer une résistance. Mais les compétences de Pierre le rendaient précieux, et Henri décida que le risque en valait la peine. La cinquième était une fille nommée Céleste, âgée de 9 ans, qui vivait avec sa mère et 2 sœurs dans la case numéro 8. Céleste était grande pour son âge, forte, et travaillait déjà dans les champs aux côtés des adultes. Elle souriait rarement, et il y avait une dureté dans ses yeux qu'Henri trouvait troublante, mais elle était en bonne santé et capable, et c'était tout ce qui comptait. Le sixième était un garçon nommé Louis, âgé de 10 ans, qui vivait avec ses parents et un frère aîné dans la case numéro 19. Louis était petit et nerveux avec des mains rapides et un esprit vif. Il aidait à l'atelier de menuiserie et montrait des aptitudes pour le travail de détail. Ses parents étaient calmes, peu susceptibles de causer des problèmes, ce qui en faisait un choix sûr. La septième était une fille nommée Solange, âgée de 10 ans, qui vivait avec sa mère et sa grand-mère dans la case numéro 5. Solange était joyeuse et bavarde, chantant toujours en travaillant. Sa mère, une femme nommée Esther, était l'une des servantes de la maison, ce qui signifiait que Solange avait été exposée au travail domestique dès son plus jeune âge.
Elle serait facile à former et précieuse dans un foyer. Le 8e était un garçon nommé Baptiste, âgé de 11 ans, qui vivait avec ses parents et 3 frères et sœurs plus jeunes dans la case numéro 21. Baptiste était sérieux et responsable, prenant souvent soin de ses frères et sœurs pendant que ses parents travaillaient. Il savait lire. Sa mère lui avait secrètement appris à lire en utilisant une Bible qu'elle avait cachée. Bien qu'Henri ne le sût pas, l'intelligence et la maturité de Baptiste le rendaient précieux. La 9e était une fille nommée Rosalie, âgée de 12 ans, qui vivait avec sa mère et 2 jeunes frères dans la case numéro 9. Rosalie était belle, avec des traits délicats et des manières gracieuses. Henri savait que son apparence la rendrait précieuse, bien qu'il ne se permît pas de penser trop profondément au pourquoi. Elle était calme et obéissante, peu susceptible de causer des problèmes. Le 10e était un garçon nommé Joseph, âgé de 12 ans, qui vivait avec ses parents et une sœur aînée dans la case numéro 14. Joseph était fort et travailleur, faisant déjà une journée complète de labeur dans les champs. Il parlait rarement, gardant ses pensées pour lui, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui mettait Henri mal à l'aise. Pourtant, sa force et son éthique de travail le rendaient précieux. La 11e était une fille nommée Marguerite, âgée de 13 ans, qui vivait avec sa mère et sa jeune sœur dans la case numéro 6. Marguerite était douée en couture et en cuisine, et elle aidait à s'occuper des plus jeunes enfants dans les cases. Elle était mature pour son âge, avec une dignité tranquille qui la distinguait. Sa mère était veuve, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de père pour causer des problèmes. Le 12e était Toussaint, âgé de 14 ans, qui vivait avec ses parents dans la case numéro 17. Toussaint était le plus âgé de la liste, presque un homme, et il était apprenti chez le forgeron de l'habitation depuis 3 ans. Il était compétent, fort et intelligent. Il était aussi le plus susceptible de résister, mais sa valeur était trop élevée pour être ignorée. 12 enfants, 4 filles, 8 garçons, âgés de 4 à 14 ans. Henri écrivit leurs noms dans son registre d'une écriture soignée et précise, avec des valeurs estimées basées sur l'âge, la santé et les compétences. Le total s'élevait à 40 000 francs, exactement ce qu'Antoine Lefebvre avait accepté de payer. Henri ferma le registre et le verrouilla dans le tiroir de son bureau. La sélection était terminée. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre la veille de Noël pour faire l'annonce. La semaine précédant Noël fut inhabituellement calme sur l'habitation Bellevue. Le temps restait lourd, avec des averses fréquentes. Les familles asservies vaquaient à leurs occupations avec la même efficacité que toujours, mais il y avait une tension dans l'air que même Henri remarquait. Les gens parlaient à voix basse, les enfants jouaient plus calmement que d'habitude. Il n'y avait pas de chant dans les champs de Cannes, pas de rire dans la rue Cazenègre. C'était comme si tout le monde sentait que quelque chose arrivait, bien qu'il ne sache pas quoi. Henri passa la plupart de son temps dans son bureau, examinant ses dossiers financiers et préparant la transaction. Il avait écrit à ses créanciers, les informant qu'il serait en mesure d'effectuer des paiements en janvier.
Il avait calculé combien d'or il lui faudrait mettre de côté pour la plantation de printemps. Il avait tout planifié dans les moindres détails, mais il ne pouvait se défaire d'un sentiment croissant de malaise. Cela commença comme un petit sentiment lancinant au fond de son esprit, facile à ignorer. Mais à l'approche de Noël, il devint plus fort, plus insistant. Il se retrouvait à penser aux enfants, non pas comme des biens ou des investissements, mais comme des individus. Il se souvenait d'avoir vu Adèle s'accrocher aux jupes de sa mère. Il se souvenait des questions sans fin de Jean. Il se souvenait de la façon dont Toussaint l'avait regardé une fois, avec une expression qu'Henri ne pouvait pas tout à fait interpréter. Il se dit qu'il était stupide. C'étaient les affaires. Il avait pris la bonne décision. L'habitation survivrait grâce à cette vente. C'était tout ce qui comptait. Le 22 décembre, Gaspard vint au bureau avec une préoccupation. Plusieurs familles avaient posé des questions sur Noël. Traditionnellement, Noël était l'un des rares jours où on leur accordait une pause dans le travail et où on leur permettait de célébrer avec des rations supplémentaires et de petits cadeaux. Il voulait savoir si la tradition continuerait cette année. Henri considéra la question. Une partie de lui voulait annuler la célébration entièrement. Il semblait hypocrite de leur donner un jour de repos alors qu'ils s'apprêtaient à vendre 12 de leurs enfants. Mais il savait aussi qu'annuler Noël éveillerait les soupçons et pourrait provoquer une résistance avant que la vente ne puisse être conclue. Dites-leur que Noël sera observé comme d'habitude, dit Henri. Ration supplémentaire la veille de Noël. Pas de travail le jour de Noël. Gaspard hocha la tête et partit. Henri retourna à ses registres, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il continuait de penser à l'annonce qu'il devrait faire la veille de Noël. Il imaginait le visage des mères quand elles entendraient les noms de leurs enfants. Il imaginait la rage des pères. Il imaginait la confusion et la peur des enfants. Il se servit un verre de rhum, même s'il n'était que le milieu de l'après-midi. Puis un autre. Le soir venu, il avait fini la moitié de la bouteille et s'était endormi à son bureau. Il rêva d'Éléonore. Elle se tenait dans le couloir de l'étage de la maison, portant la robe blanche dans laquelle elle avait été enterrée. Elle le regardait avec une expression de profonde tristesse et elle tenait un bébé, le fils mort-né qui l'avait tué. Elle ne parlait pas, mais ses yeux disaient tout. Qu'es-tu devenu? Henri se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le bureau était sombre, le feu dans l'âtre réduit à des braises rougeoyantes. Il alluma une lampe et vérifia sa montre à gousset. Il était juste après minuit, le 23 décembre, 2 jours avant la vente. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant dehors vers les cases. Quelques-unes avaient des lumières aux fenêtres, des bougies ou de petits feux. La plupart étaient sombres. Il se demanda si les familles dormaient ou si elles restaient éveillées, sentant la tempête approcher. Il se détourna de la fenêtre et monta dans sa chambre. Il ne dormit pas du reste de la nuit. Le 23 décembre passa lentement. Henri resta dans son bureau, évitant les cases, évitant Gaspard, évitant tout le monde.
Il examina les papiers de transaction qu'Antoine Lefebvre avait envoyés, s'assurant que tout était en ordre. Il compta et recompte la valeur estimée des enfants. Il essaya de se concentrer sur les chiffres, la logique, la nécessité de ce qu'il faisait. Mais le malaise ne le quittait pas. Il s'était transformé en quelque chose de plus que de l'inconfort. C'était une sensation physique, une oppression dans sa poitrine, un poids qui pesait sur lui. Il avait du mal à respirer. Ses mains tremblaient quand il essayait d'écrire. Il n'arrivait pas à manger. Ce soir-là, il marcha jusqu'au cimetière familial sur la colline. Il n'y était pas allé depuis les funérailles d'Éléonore 4 ans plus tôt. La pierre tombale était patinée par les pluies, mais toujours lisible. Il se tint devant, fixant l'inscription, et essaya de se rappeler ce que cela faisait de tenir à quelqu'un. Il ne pouvait pas. Cette partie de lui semblait être morte avec Éléonore, ou peut-être même avant. Il avait passé tant d'années à voir les gens comme des actifs, comme des outils, comme des nombres dans un registre qu'il avait oublié comment les voir autrement. Il retourna à la maison alors que l'obscurité tombait. Demain, c'était la veille de Noël. Demain, il ferait l'annonce, et le jour d'après, les enfants seraient partis, et il aurait son or, et tout redeviendrait normal. Il y croyait presque. Le 24 décembre 1847 se leva chaud et gris. Le ciel était couvert, menaçant de pluie, et un vent humide soufflait de l'est. Henri se réveilla tôt comme toujours, mais il n'alla pas à son bureau. Au lieu de cela, il se tint à la fenêtre de sa chambre, regardant dehors vers la rue Cazenègre, regardant la fumée commencer à s'élever alors que les familles se réveillaient et allumaient leur feu. Il savait ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Il avait répété les mots dans son esprit 100 fois. Il serait bref, direct, sans émotion. Il lirait les noms de son registre. Il leur dirait que les enfants partiraient à l'aube. Il préciserait que toute résistance serait punie. Cela prendrait 5 minutes, peut-être moins, et ensuite ce serait fait. Mais alors qu'il se tenait à la fenêtre, regardant l'habitation se réveiller, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La peur. Pas la peur de la réaction des familles, bien que ce fût une préoccupation, mais une peur plus profonde, une terreur primale qu'il ne pouvait nommer ou expliquer. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, sachant qu'un pas de plus l'enverrait plonger dans les ténèbres. Il refoula ce sentiment et s'habilla. Il alla à son bureau et récupéra le registre avec les 12 noms. Il appela Gaspard et lui dit de rassembler tout le monde dans la cour au crépuscule pour la distribution des rations. Gaspard hocha la tête et partit sans commentaire. La journée passa avec une lenteur agonisante. Henri essaya de travailler, mais il ne pouvait pas se concentrer. Il essaya de lire, mais les mots devenaient flous sur la page. Il essaya de manger, mais la nourriture avait un goût de cendre. Il passa la majeure partie de la journée assis dans son bureau, fixant le registre, attendant le crépuscule. Dans les cases, les familles se préparaient pour Noël. Malgré la chaleur et les difficultés de l'année passée, il y avait un sentiment d'anticipation. Noël était l'un des rares jours où ils étaient autorisés à se reposer, à être avec leur famille, à prétendre pour juste un moment qu'ils étaient quelque chose de plus que des biens,
Les mères cuisinaient le peu de nourriture supplémentaire qu'on leur avait donné. Les pères racontaient des histoires à leurs enfants. Les plus grands aidaient à s'occuper des plus petits. Il y avait des chants dans certaines cases, des cantiques et des airs traditionnels transmis de génération en génération. Marie, la mère de Jean, tenait son fils près d'elle alors qu'elle préparait leur maigre repas de Noël. Jean était excité, bavardant sur ce qu'il espérait recevoir. Peut-être un morceau de pain doux supplémentaire ou un petit jouet sculpté dans du bois. Marie souriait et caressait ses cheveux, essayant de mémoriser la sensation de lui, le son de sa voix, la chaleur de son petit corps contre le sien. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait le terrible pressentiment que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait depuis des jours, une terreur croissante qu'elle ne pouvait chasser. Elle avait rêvé la nuit précédente que Jean s'éloignait d'elle dans l'obscurité, et peu importe à quel point elle criait, il ne se retournait pas. Elle le serra plus fort et chuchota une prière. À l'approche du crépuscule, Gaspard marcha à travers les cases, appelant tout le monde à se rassembler dans la cour pour les rations. Les familles émergèrent et s'assemblèrent devant la grande maison. Il y avait 63 personnes au total, hommes, femmes et enfants, représentant 23 familles. Henri se tenait sur la varangue, le registre dans ses mains. Gaspard se tenait à côté de lui, le visage inexpressif. Les familles attendaient en silence. Henri ouvrit le registre. Ses mains tremblaient, et il serra le livre plus fort pour les stabiliser. Il regarda les visages assemblés, des visages qu'il avait vus tous les jours depuis des années, des visages qu'il n'avait jamais vraiment regardés. « J'ai une annonce, dit-il. Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, mince et lointaine. La foule attendait. Henri baissa les yeux vers le registre et commença à lire les noms. Adèle, Jean, Lucie, Pierre, Céleste, Louis, Solange, Baptiste, Rosalie, Joseph, Marguerite, Toussaint. 12 noms. À l'appel de chaque nom, une vague de confusion traversa la foule. Les parents se regardaient, essayant de comprendre. Les enfants levaient les yeux vers leurs mères et leurs pères, sentant que quelque chose n'allait pas. Ces enfants ont été vendus, continua Henri, sa voix plate. Ils partiront demain à l'aube. L'acheteur arrivera avec une charrette. La transaction est finale. Quiconque interfère sera puni. Pendant un moment, il y eut un silence absolu. Les mots restèrent suspendus dans l'air lourd, incompréhensible, et puis, lentement, le sens pénétra. Le premier son fut un halètement, une inspiration brutale de l'une des mères. Puis un autre et ensuite les lamentations commencèrent. Cela commença avec Marie. Elle laissa échapper un son qui était à peine humain. Un hurlement de chagrin si profond qu'il semblait déchirer l'air lui-même. Elle tomba à genoux, serrant Jean contre sa poitrine, et le son qui sortait d'elle était le son d'une âme qui se brise. D'autres mères la rejoignirent. Sarah, la mère d'Adèle, s'effondra, son corps secoué de sanglots. Esther, la mère de Solange, cria et tendit la main vers sa fille, la tirant contre elle. Les pères se tenaient rigides, leurs visages taillés dans la pierre, leurs poings serrés sur les côtés.
Les enfants commencèrent à pleurer, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant la terreur de leurs parents. Adèle s'accrochait à sa mère, son petit corps tremblant. Jean enfouit son visage dans l'épaule de Marie. Toussaint se tenait à l'écart de ses parents, le visage vide, les yeux fixés sur Henri. Marie rampa vers l'avant, sur ses genoux, les mains tendues, le visage mouillé de larmes. Elle atteignit les marches de la varangue et leva les yeux vers Henri, la voix brisée. « S'il vous plaît, dit-elle, s'il vous plaît, maître Grandpré, ne prenez pas mon garçon, il est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, je travaillerai plus dur, je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, ne le prenez pas. » Henri la regarda. Il vit le désespoir dans ses yeux, la terreur absolue. Il vit Jean s'accrocher à elle, son petit visage pressé contre son cou. Et pendant un moment, juste un moment, il sentit quelque chose se fissurer en lui. Mais ensuite, il se souvint des dettes, des créanciers, de l'habitation, de la nécessité de survie. Il durcit son expression et dit les mots qui le hanteraient pour le reste de sa vie. « Il vaut plus que toi. » Le visage de Marie se décomposa. Elle laissa échapper un autre hurlement et s'effondra sur le sol, le corps secoué de sanglots. D'autres mères s'avancèrent, suppliant, implorant, offrant tout et n'importe quoi s'ils voulaient bien épargner leurs enfants. Henri se tourna et entra dans la maison. Il verrouilla la porte derrière lui et se tint dans le couloir sombre, écoutant les sons du chagrin dehors. Les lamentations continuèrent pendant des heures, un son si terrible qu'il semblait s'infiltrer dans les murs de la maison, dans les fondations mêmes. Il alla à son bureau et se servit un verre de rhum, puis un autre. Il essayait de bloquer les sons, mais il le suivait, résonnant dans son esprit. Il s'assit à son bureau et fixa le registre, les 12 noms écrits de sa belle écriture. « Juste les affaires », se dit-il, « juste les affaires ». Mais les mots sonnaient creux. Dehors dans les cases, les familles tenaient leurs enfants. Ils leur chantaient des chansons, chuchotaient des prières, faisaient des promesses qu'ils savaient ne pas pouvoir tenir. Ils essayaient de mémoriser chaque détail, la forme de leur visage, le son de leur voix, la sensation de leurs petites mains. Marie tint Jean toute la nuit, le berçant, chantant doucement. Jean avait arrêté de pleurer et était calme maintenant, son petit corps chaud contre le sien. Elle lui chuchotait combien elle l'aimait, combien il devait être fort, combien elle ne l'oublierait jamais. « Est-ce que je te reverrai, maman ?» demanda Jean, sa voix petite. Marie ne put répondre. Elle le serra juste plus fort et continua de chanter. Dans la case numéro 17, Toussaint était assis avec ses parents. Son père, un homme fort nommé Jacob, avait sa main sur l'épaule de Toussaint. Sa mère, une femme nommée Myriam, tenait sa main. Il ne parlait pas. Il n'y avait rien à dire. Toussaint regardait ses parents et sentit quelque chose se durcir en lui. Il avait 14 ans, presque un homme, et il comprenait ce qui se passait d'une manière que les plus jeunes ne comprenaient pas. Il comprenait que demain, il serait enlevé à sa famille et vendu à un étranger. Il comprenait qu'il ne reverrait probablement jamais ses parents. Il comprenait que sa vie, son avenir, son identité même étaient effacés parce qu'un homme blanc avait besoin d'argent. Et il comprenait qu'il ne pouvait rien y faire.
Mais alors qu'il était assis là, tenant la main de sa mère, sentant la poigne de son père sur son épaule, il fit une promesse silencieuse. Il survivrait. Il se souviendrait. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, il s'assurerait que ce qu'on lui faisait subir, à lui et aux autres enfants, ne serait pas oublié. La nuit s'approfondit. La température resta douce, mais l'air était lourd. Les lamentations dans les cases s'apaisèrent progressivement en sanglots discrets, puis en silence. Mais ce n'était pas un silence paisible, c'était le silence d'un chagrin trop profond pour les mots, de cœurs se brisant dans l'obscurité. Dans la grande maison, Henri était assis seul dans son bureau. Il avait fini la bouteille de rhum et en avait commencé une autre. Son esprit était brumeux, ses pensées décousues. Il continuait de voir le visage de Marie, d'entendre sa voix. « S'il vous plaît, ne prenez pas mon garçon. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Les cases étaient sombres maintenant. Pas de lumières aux fenêtres. Il se demanda si quelqu'un dormait ou s'ils étaient tous allongés éveillés, tenant leurs enfants, comptant les heures jusqu'à l'aube. Il se détourna de la fenêtre et s'apprêtait à retourner à son bureau quand il l'entendit. Un coup à la porte. 3 coups doux, délibérés. Henri se figea. Il était juste après minuit. Qui frapperait à cette heure? Il supposa que c'était Gaspard, peut-être avec des nouvelles sur l'heure d'arrivée, ou une inquiétude concernant une résistance potentielle. Il marcha dans le couloir sombre jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvrit. Il n'y avait personne. La varangue était vide. La cour au-delà était immobile, illuminée par une demi-lune qui projetait de longues ombres. Henri sortit, l'air nocturne collant à sa peau. Il regarda à gauche, puis à droite. Rien. Il s'apprêtait à rentrer quand il les vit. 12 silhouettes se tenant à la limite de la cour, où l'herbe rencontrait le chemin de terre menant aux cases. De petites silhouettes, des enfants. Pendant un moment, Henri pensa que les familles avaient envoyé les enfants pour plaider leur cause. Il ressentit une poussée de colère. C'était de la manipulation, une tentative de le faire culpabiliser. Il descendit de la varangue et commença à marcher vers eux, prêt à les renvoyer et à punir quiconque avait orchestré cela. Mais en s'approchant, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Les enfants ne bougeaient pas. Ils se tenaient parfaitement immobiles, arrangés en ligne, leurs visages levés vers la maison. Et ils étaient silencieux, complètement, anormalement silencieux. Pas de pleurs, pas de supplications, aucun son du tout. « Retournez aux cases » dit Henri, sa voix tranchante. « Maintenant. » Aucun d'eux ne bougea. Il était à 3 mètres quand il les reconnut. Adèle, la petite de 4 ans, son corps rigide. Jean, le fils de Marie, son visage vide. Toussaint, l'apprenti forgeron, ses yeux fixés sur Henri. Les 12 enfants de la liste, se tenant exactement dans l'ordre où il avait écrit leur nom dans le registre. « J'ai dit « retournez », répéta Henri. Plus fort maintenant. Sa voix résonna dans le calme. Les enfants ne répondirent pas. Ils ne clignèrent pas des yeux. Ils le fixaient simplement, avec des expressions qu'ils ne pouvaient pas lire. Pas de peur, pas de défi, mais autre chose.
Quelque chose qui lui donnait la chair de poule malgré la chaleur. Et puis lentement ils commencèrent à bouger, pas vers lui, pas loin de lui. Ils se tournèrent simplement en parfaite union et commencèrent à marcher vers les champs de canne. Henri resta figé, les regardant disparaître dans l'obscurité au-delà de la portée du clair de lune. Son cœur battait la chamade, bien qu'il ne pût expliquer pourquoi. Ce n'étaient que des enfants esclaves qui seraient partis avant midi demain. Cela ne changeait rien, mais alors qu'il se tenait là, regardant l'obscurité où ils avaient disparu, il ressentit cette peur à nouveau, la terreur primale qui grandissait toute la journée. Elle était plus forte maintenant, presque écrasante. Il rentra, verrouilla la porte et retourna à son bureau. Il se servit un autre verre de rhum et essaya de calmer ses mains tremblantes. « Juste des enfants », se dit-il. « Juste une ruse pour me faire culpabiliser. Ça ne marchera pas. » Mais il ne pouvait chasser l'image de leur visage, la façon dont ils l'avaient fixé, le silence absolu, la façon dont ils avaient bougé à l'unisson, comme contrôlés par un seul esprit. Il essaya de retourner à son registre, mais les chiffres devenaient flous. Il essaya de dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il les voyait debout dans cette ligne, leurs petits corps rigides, leurs yeux fixés sur lui. À 2 heures du matin, il entendit chanter. Si vous ressentez le poids de cette histoire, imaginez ce que ces familles ont ressenti cette veille de Noël. Avant de continuer vers la partie la plus troublante de cette nuit, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui apprécie les vrais mystères historiques. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces histoires oubliées. Maintenant, découvrons ce qui s'est passé quand Henri a entendu ce chant dans l'obscurité. Le chant était faible au début, à peine audible par-dessus le vent qui faisait cliqueter les volets de la grande maison. Il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Une mélodie qu'Henri ne reconnaissait pas, chantée par des voix trop jeunes pour porter un tel poids. L'air était lent, lugubre, avec un rythme qui semblait faux, discordant, comme un cantique chanté à l'envers, ou une berceuse tordue en quelque chose de sombre. Henri se tenait dans son bureau, le verre de rhum figé à mi-chemin de ses lèvres. Il écoutait, essayant de déterminer d'où venait le son. Il semblait dériver à travers les murs comme de la fumée, s'infiltrant dans chaque coin de la maison. Il alla à la fenêtre et regarda dehors. La cour était vide. Les cases étaient sombres, mais le chant continuait, montant et descendant par vagues qui lui serraient la poitrine. Il attrapa sa veste et une lanterne et sortit. Au moment où il descendit de la varangue, le chant s'arrêta. Le silence qui suivit fut pire. Il était total, oppressant, comme si le monde lui-même avait cessé de respirer. Pas de vent, pas d'insectes, pas de bruit lointain d'animaux dans les bois, pas de craquement d'arbres ou de bruissement de feuilles, juste le silence, si complet qu'Henri pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Il tint la lanterne haute et marcha vers les cases. Ses bottes crissaient sur le sol sec, chaque pas anormalement fort dans le calme. Il s'attendait à trouver les familles éveillées, peut-être rassemblées dans l'une des cases, chantant peut-être pour se réconforter. Mais chaque porte était fermée, chaque fenêtre sombre.
Il frappa à la porte la plus proche, la case numéro 7, où Adèle vivait avec sa mère Sarah. Pas de réponse. Il frappa encore, plus fort. Toujours rien. Il poussa la porte. À l'intérieur, Sarah était allongée sur une paillasse, avec ses 2 enfants plus âgés, tous les 3 endormis. Mais ce n'était pas un sommeil normal. Leur respiration était superficielle, presque imperceptible, et ils ne bougèrent pas quand Henri appela. Il s'approcha et secoua l'épaule de Sarah. Elle ne se réveilla pas. Sa peau était chaude, son pouls régulier, mais elle était complètement insensible, comme piégée dans un profond sommeil surnaturel. Henri recula hors de la case, le cœur battant. Il alla à la case suivante, puis la suivante, la même chose dans chacune. Chaque adulte, chaque enfant, sauf les 12 qu'il avait sélectionnés, était endormi de ce même sommeil profond et surnaturel. Il appela leurs noms, les secoua, leur jeta même de l'eau au visage. Rien ne marchait. Ils restaient simplement là, à respirer superficiellement, piégés dans le sommeil. Sauf les 12 enfants. Les 12 enfants avaient disparu. Henri ressentit le premier vrai fil de panique. Il se dit que c'était absurde. Ils se cachaient, jouaient à une sorte de jeu, ou peut-être que leurs parents les avaient cachés avant de tomber dans cet étrange sommeil. Mais la panique restait, froide et insistante, se propageant dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Il fouilla les cases, la grange, les hangars de stockage, la sucrerie, rien. Il marcha jusqu'au bord des champs de canne, tenant sa lanterne haute, et appela leurs noms. Sa voix fut avalée par l'obscurité, comme si la nuit elle-même absorbait le son. Et puis il vit la lumière. Au fond des champs, peut-être à une centaine de mètres, un petit feu brûlait. Il était bas, vacillant faiblement, mais indubitable contre l'obscurité. Henri commença à marcher vers lui, ses bottes trébuchant sur la terre inégale, son souffle venant par courtes inspirations. En s'approchant, il les vit. Les 12 enfants étaient assis en un cercle parfait autour du feu. Ils ne bougeaient pas, ne parlaient pas. Ils étaient simplement assis, leurs visages illuminés par les flammes, fixant le feu comme hypnotisés. La lumière projetait des ombres étranges sur leurs visages, les faisant paraître plus vieux, presque anciens. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Henri, sa voix brisant le silence. « Levez-vous, retournez aux cases maintenant. » Aucun d'eux ne le regarda. Ils continuèrent de fixer le feu, leurs expressions vides. Il s'approcha, la colère prenant le pas sur la peur. « J'ai dit, levez-vous !» L'un des enfants, Toussaint, le plus âgé, tourna enfin la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Henri, et pour la première fois, le garçon parla. « Nous attendons. » Sa voix était calme, presque conversationnelle, mais il y avait quelque chose en dessous qui donnait la chair de poule à Henri. « Attendre quoi ?» claqua Henri. Toussaint ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement Henri avec une expression qui n'était ni hostile ni effrayée. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Que vous nous voyiez, » dit Toussaint doucement. « Je vous vois, » dit Henri. « Vous êtes assis dans mon champ au milieu de la nuit. Maintenant, levez-vous avant que je... » « Non, » l'interrompit Toussaint. « Vous ne nous voyez pas. Vous ne nous avez jamais vus. Pas vraiment. » Henri sentit sa colère monter. « Je n'ai pas le temps pour ces bêtises.
Levez-vous maintenant. Il se pencha et attrapa le bras de Toussaint avec l'intention de le tirer sur ses pieds. Mais au moment où sa main entra en contact, Toussaint leva les yeux à nouveau. Et cette fois, son expression était différente. Pas vide, pas absente, mais remplie de quelque chose qu'Henri ne pouvait nommer. Une profondeur de compréhension qu'aucun garçon de 14 ans ne devrait posséder. « Vous nous avez vendus, » dit Toussaint doucement. « À Noël. » Les mots frappèrent Henri comme un coup physique. Il lâcha le bras du garçon et recula. « C'est les affaires, » dit Henri, mais sa voix semblait faible, même à lui-même. « Tu ne comprends pas. C'est juste les affaires. J'ai des dettes, l'habitation. »« Nous comprenons, » dit Toussaint, et puis d'une voix qui ne ressemblait pas à celle d'un garçon de 14 ans, il ajouta « Et vous ?» Le feu s'éteignit, pas progressivement, pas en vacillant. Il disparut simplement, comme si quelqu'un avait jeté une couverture dessus. L'obscurité s'engouffra, absolue et suffocante. La lanterne d'Henri brûlait encore, mais sa lumière semblait s'arrêter juste à quelques centimètres du verre. Incapable de pénétrer la noirceur autour de lui, il entendit des mouvements, des pas, des chuchotements. Les enfants étaient debout maintenant. Il pouvait le sentir, mais il ne pouvait pas les voir. Il balança la lanterne sauvagement, essayant de les trouver, mais la lumière ne révélait rien que l'obscurité. Et puis il le sentit. Des mains, de petites mains, des dizaines, le touchant. Pas en agrippant, pas violemment, juste en touchant ses bras, sa poitrine, son visage. Des doigts froids pressant doucement contre sa peau, comme pour le mémoriser, pour le comprendre. Henri hurla. Il balança la lanterne et elle se brisa contre le sol, le plongeant dans l'obscurité complète. Il courut aveuglément, trébuchant sur les sillons, son souffle venant en halètement déchiqueté. Il ne savait pas dans quelle direction il allait, il savait seulement qu'il devait s'enfuir. Les mains le suivaient, elles touchaient son dos, ses épaules, son cou, des touches légères, presque douces, mais implacables, et à chaque contact, il ressentait quelque chose, un flash d'émotion, un fragment de mémoire qui n'était pas le sien. Il ressentit la terreur. La terreur d'une enfant de 4 ans arrachée au bras de sa mère. Il ressentit la confusion d'un garçon de 6 ans qui ne comprenait pas pourquoi on l'emmenait. Il ressentit le chagrin d'une mère regardant son enfant disparaître dans l'obscurité. Il ressentit la rage d'un père qui ne pouvait pas protéger sa famille. Il ressentit le désespoir. Le désespoir d'enfants à qui l'on avait dit qu'ils ne valaient rien, qu'ils étaient des biens, que leur vie n'avait aucune valeur au-delà de ce que quelqu'un était prêt à payer. Chaque émotion le frappait comme une vague, écrasante, suffocante. Il essayait de les repousser, de les bloquer, mais elles continuaient de venir de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dire où ses propres sentiments finissaient et où les leurs commençaient. Il courut jusqu'à ce que ses jambes lâchent et il s'effondra sur le sol, haletant, son cœur martelant dans sa poitrine. Les mains avaient disparu, l'obscurité avait disparu.
Il était allongé dans la cour devant la grande maison, et le ciel commençait à s'éclaircir avec la première lueur de l'aube. Il ouvrit les yeux et les vit, les 12 enfants debout sur la varangue à le regarder. Ils ne parlaient pas, ils ne bougeaient pas. Ils se tenaient simplement là, silencieux et immobiles, alors que le soleil commençait à se lever derrière eux. Henri chancela sur ses pieds, son corps tremblant, son esprit vacillant. Il trébucha dans la maison, verrouilla la porte, traîna une chaise contre elle et s'effondra sur le sol de son bureau. Ses vêtements étaient déchirés, ses mains saignaient là où il était tombé. Son visage était mouillé, de larmes ou de sueur. Il ne le savait pas. Il resta assis là longtemps à essayer de donner un sens à ce qui s'était passé. C'était l'épuisement, se dit-il, le stress, la culpabilité se manifestant sous forme d'hallucination. Ce n'était pas réel, ça ne pouvait pas être réel, mais quand il baissa les yeux vers ses mains, il vit la terre sous ses ongles, les égratignures sur ses paumes, et quand il regarda la fenêtre, il les vit toujours debout là, à regarder. Et il sut avec une certitude qui le terrifiait que c'était réel, tout cela. À précisément 6 heures du matin, Antoine Lefèvre arriva avec sa charrette et 3 hommes armés. Henri entendit le bruit des sabots et des roues sur la route et se força à se lever. Son corps lui faisait mal, sa tête martelait et ses mains ne cessaient de trembler. Il se regarda dans le miroir au-dessus de son bureau et reconnut à peine l'homme qui le regardait. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang et enfoncés, ses cheveux ébouriffés. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Il ajusta ses vêtements du mieux qu'il put et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, et l'ouvrit. Antoine Lefèvre était un homme large, de forte carrure, avec une barbe noire épaisse et des yeux froids et calculateurs. Il portait un long manteau et un chapeau à large bord, et il se comportait avec l'assurance d'un homme qui avait fait cette transaction 100 fois auparavant. Derrière lui, 3 hommes étaient assis sur la charrette, tous armés de fusils, regardant tous Henri avec des expressions d'indifférence ennuyée. « Grand-pré, dit Lefèvre, sa voix bourrue, vous les avez prêts ?» Henri ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il regarda au-delà de Lefèvre, vers la cour, où les 12 enfants se tenaient toujours en ligne, exactement comme ils l'avaient été, attendant. Mais quelque chose était différent maintenant. Dans la lumière croissante de l'aube, il pouvait voir leurs visages clairement, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ils n'étaient plus vides, ils n'étaient plus absents. Leurs yeux étaient remplis de quelque chose qu'il reconnaissait enfin, quelque chose qu'il avait été trop aveugle pour voir auparavant. L'humanité. C'étaient des enfants, juste des enfants qui étaient terrifiés, confus, en deuil. Des enfants qui avaient des familles, qui avaient des rêves, qui avaient des avenirs qu'on leur volait, des enfants qui étaient exactement comme ses propres fils et filles, sauf pour la couleur de leur peau et le hasard de leur naissance, et ils s'apprêtaient à les vendre le matin de Noël pour de l'or. « Eh bien, dit Lefèvre impatiemment, finissons-en, j'ai un autre arrêt au carbet. » Henri regarda les enfants, Adèle, la petite de 4 ans, son corps tremblant.
Jean le fils de Marie, ses yeux grands ouverts de peur, Toussaint l'apprenti forgeron, qui le regardait avec cette même expression de compréhension, de pitié. Et à ce moment-là, Henri de Grandpré comprit quelque chose qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il savait exactement ce qu'il était, il savait ce qu'il avait choisi, et il savait qu'il devrait vivre avec. Le poids de cette connaissance était écrasant. Il pesait sur lui, le suffoquant. Et il réalisa que c'était ce qu'il lui avait montré dans l'obscurité. Pas la vengeance, pas la punition, mais la vérité. La simple et insupportable vérité de ce qu'il faisait. Il pensa à l'or, aux dettes, à l'habitation, à tout ce qu'il s'était dit pour justifier cette décision. Et il réalisa que rien de tout cela ne comptait. Rien de tout cela ne valait ça. « Non !» dit Henri doucement. Lefebvre fronça les sourcils. « Quoi ? Non !» répéta Henri plus fort maintenant. Sa voix tremblait, mais il y avait une fermeté en dessous qui le surprit lui-même. La vente est annulée. L'expression de Lefebvre s'assombrit. Bon sang que non. Nous avons un contrat. J'ai votre signature. Vous prenez cet or ou je prends ces enfants et vous n'avez rien. Henri regarda la sacoche en cuir dans la main de Lefebvre, la sacoche contenant 40 000 francs en or. Assez pour sauver l'habitation, assez pour payer ses dettes, assez pour assurer son avenir. Puis il regarda à nouveau les enfants, leurs visages, leurs yeux. « Reprenez votre or et partez, » dit Henri. Lefebvre le fixa un long moment, la mâchoire serrée. « Vous êtes un idiot, Grandpré. Vous allez tout perdre. »« Je sais, » dit Henri. Et il le savait. Il savait que sans l'or, il ferait défaut sur ses dettes. Les créanciers saisiraient l'habitation. Il perdrait tout ce que sa famille avait construit sur 3 générations. Il serait ruiné. Mais il savait aussi que s'il menait à bien cette vente, il perdrait quelque chose de bien plus important. Il perdrait ce qui restait de son humanité. Il deviendrait quelque chose dont il ne pourrait jamais revenir. Lefebvre cracha par terre. « Ce sont vos funérailles. » Il se tourna vers ses hommes. « Allons-y, on perd notre temps ici. » La charrette tourna et repartit sur la route. Le son des sabots et des roues s'estompa dans le matin. Henri se tenait sur la varangue en les regardant disparaître et sentit quelque chose en lui se briser et se reformer en même temps. Il regarda les enfants. Lentement, un par un, ils se tournèrent et retournèrent vers la rue Cazenègre. Au moment où le soleil fut complètement levé, ils étaient partis. Henri resta sur la varangue longtemps après le départ des enfants, fixant la cour vide. Le soleil se levait, projetant de longues ombres, et le monde commençait à se réveiller. Il pouvait entendre des bruits venant des cases maintenant, des portes qui s'ouvraient, des voix appelant, les bruits normaux du matin. Il réalisa que quoi qu'il se soit passé pendant la nuit, quel que soit l'étrange sommeil tombé sur l'habitation, c'était fini. Les familles se réveillaient et elles voudraient des réponses. Henri rentra et marcha jusqu'à son bureau. Il s'assit à son bureau et fixa le registre, les 12 noms écrits de sa belle écriture. Il prit sa plume, la trempa dans l'encre et traça une seule ligne sur chaque nom. Puis au bas de la page, il écrivit 3 mots. Vente annulée. Dette reste. Il ferma le registre et le verrouilla dans le tiroir de son bureau. Puis, il se leva et retourna dehors.
Les familles émergeaient des cases maintenant, confuses et désorientées. Elles s'étaient réveillées pour se retrouver dans leurs cases, sans aucun souvenir de comment elles y étaient arrivées ou de ce qui s'était passé pendant la nuit. La dernière chose dont elles se souvenaient était l'annonce de la veille de Noël. Le chagrin, les lamentations, la terreur de savoir que leurs enfants seraient emmenés à l'aube. Mais l'aube était venue et leurs enfants étaient toujours là. Marie fut la première à voir Jean. Il se tenait devant leur case, l'air fatigué et confus, mais indemne. Elle courut vers lui et le prit dans ses bras, sanglotant, le vérifiant pour des blessures, incapable de croire qu'il était vraiment là. D'autres mères firent de même, trouvant leurs enfants, les tenant, pleurant de soulagement et de confusion. Les enfants ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Ils se souvenaient d'avoir été debout dans la cour, d'avoir marché vers les champs, d'avoir été assis autour d'un feu, mais après cela, tout était blanc, jusqu'à ce qu'ils se réveillent à l'aube. Gaspard Leclerc émergea de sa maison près de la sucrerie, l'air aussi confus que les autres. Il s'était endormi à son bureau la nuit précédente et s'était réveillé pour découvrir que c'était le matin de Noël. Il marcha jusqu'à la grande maison et trouva Henri debout sur la varangue. « Que s'est-il passé » demanda Gaspard. « Où est Lefebvre? La vente a-t-elle eu lieu ?»« Non, » dit Henri, « je l'ai annulée. » Gaspard le fixa. « Vous quoi ?»« J'ai annulé la vente, » répéta Henri. « Les enfants restent. Mais les dettes, je trouverai une solution, dit Henri. Sa voix était plate, sans émotion, mais il y avait une finalité qui fit réaliser à Gaspard qu'il ne servait à rien d'argumenter. Gaspard secoua la tête. « Vous avez perdu la tête. »« Peut-être, » dit Henri. « Ou peut-être que je viens juste de la trouver. » Gaspard partit en marmonnant. Henri resta sur la varangue, regardant les familles réaliser lentement ce qui s'était passé. Les enfants n'étaient pas emmenés. Ils étaient en sécurité. C'était le matin de Noël, et ils étaient toujours ensemble. Le soulagement était palpable, mais la confusion aussi. Personne ne comprenait ce qui avait changé. Personne ne savait pourquoi Henri avait annulé la vente, et personne n'osait demander. Henri passa le reste du jour de Noël seul dans son bureau. Il ne mangea pas, il ne dormit pas. Il resta simplement assis à son bureau, fixant le registre, rejouant les événements de la nuit encore et encore dans son esprit. Les enfants dans la cour, le feu dans les champs, les mains dans l'obscurité, les émotions qui l'avaient submergé. Terreur, confusion, chagrin, rage, désespoir. Il avait ressenti ce qu'il ressentait. Il avait fait l'expérience pendant juste un moment de ce que c'était que d'être eux, d'être impuissant, d'être une propriété, d'être vu comme moins qu'humain. Et cela avait brisé quelque chose en lui qui ne pourrait jamais être réparé. Les jours suivant le Noël de 1847 furent marqués par un silence étrange et lourd sur l'habitation Bellevue. Les familles asservies retournèrent à leur travail, mais quelque chose avait changé. Elles accomplissaient leurs tâches avec la même efficacité, mais il y avait une nouvelle qualité à leur présence, une dignité tranquille, un sentiment d'avoir été témoin de quelque chose qui ne pouvait être défait. Henri de Grandpré ne quitta pas la grande maison pendant 3 jours.
Gaspard Leclerc essaya de lui parler le 27 décembre, frappant à la porte du bureau et demandant des instructions pour l'habitation. Henri ne répondit pas. Gaspard pouvait l'entendre bouger à l'intérieur, mais la porte restait verrouillée. Le 28, Gaspard laissa un plateau de nourriture devant la porte. Il resta là intact jusqu'au 29, quand Henri émergea enfin. Ceux qui le virent dirent qu'il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés et cernés de rouge, témoignant de nuits sans sommeil. Ses mains tremblaient quand il essayait de tenir une plume. Ses vêtements pendaient lâchement sur sa carcasse, comme s'il avait perdu du poids en quelques jours seulement. Il ne parla à personne. Il marcha simplement à travers l'habitation, s'arrêtant parfois pour fixer les cases, les champs, les endroits où les enfants jouaient. Le 30 décembre, il fit quelque chose d'inédit. Il convoqua une réunion de toutes les familles asservies. Elles se rassemblèrent dans la cour, lasses et incertaines. La dernière fois qu'elles avaient été rassemblées, Henri avait annoncé la vente de leurs enfants. Elles ne savaient pas à quoi s'attendre maintenant, mais elles se préparaient au pire. Henri se tenait sur la varangue, au même endroit où il avait fait l'annonce 6 jours plus tôt. Mais cette fois, tout chez lui était différent. Sa posture était moins rigide. Sa voix était plus calme, et quand il parla, il y avait quelque chose dans son ton qu'aucun d'eux n'avait jamais entendu auparavant. De l'incertitude, de l'humilité, peut-être même de la honte. « Je vous donne le choix », dit-il. Les familles échangèrent des regards, confuses. Les esclaves n'avaient pas de choix. « Ceux qui veulent partir peuvent partir », continua Henri. Sa voix était stable, mais il y avait un sous-entendu d'émotion qui menaçait de percer. « Je ne vous arrêterai pas. » Je vous donnerai des papiers disant que vous êtes libre. Vous pouvez aller en ville, trouver du travail, recommencer. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Je paierai des salaires. Pas beaucoup, mais quelque chose. De l'argent réel. Et les enfants? Il fit une pause, sa voix se brisant. Les enfants iront à l'école. J'embaucherai un instituteur. Ils apprendront à lire et à écrire. Le silence qui suivit fut profond. Personne ne bougea. Personne ne parla. Il le fixait simplement, essayant de comprendre si c'était réel ou une autre ruse cruelle. « Je sais que vous ne me faites pas confiance, » dit Henri. Et pour la première fois, sa voix se brisa légèrement. « Je ne vous blâme pas. Je ne vous ai donné aucune raison de me faire confiance, mais je vous dis la vérité. Vous êtes libre de choisir. Et quoi que vous décidiez, je ne vous punirai pas pour cela. » Il se tourna et rentra, les laissant debout dans la cour, stupéfait. Au cours de la semaine suivante, les familles discutèrent de quoi faire. Certaines étaient méfiantes, croyant que c'était un piège. D'autres étaient prudemment optimistes. Quelques-unes étaient simplement trop épuisées pour s'en soucier. Elles avaient survécu aussi longtemps, et elles continueraient de survivre quelles que soient les motivations d'Henri. En fin de compte, 11 familles partirent. Elles emballèrent le peu qu'elles avaient. Quelques vêtements, des ustensiles de cuisine, des couvertures, et marchèrent vers Saint-Pierre. C'était une période incertaine, les rumeurs de révolution à Paris rendaient l'avenir flou,
Mais elles choisirent de prendre le risque plutôt que de rester sur une habitation où elles avaient été traitées comme des biens pendant si longtemps. 12 familles restèrent, non parce qu'elles faisaient confiance à Henri, mais parce qu'elles n'avaient nulle part ailleurs où aller. La vie en dehors de l'habitation sans ressources était brutale, et le marronnage était difficile. Rester était le choix pratique, même si cela signifiait demeurer dans un lieu rempli de souvenirs douloureux. Henri tint parole. Début janvier 1848, il embaucha une institutrice, une veuve de Saint-Pierre nommée Madame Dubois. Elle avait la cinquantaine, était éduquée et luttait pour joindre les deux bouts depuis la mort de son mari. Henri lui offrit le gîte et le couvert, plus un petit salaire, pour enseigner aux enfants 3 fois par semaine. Madame Dubois était sceptique au début. Elle avait entendu des histoires sur Henri de Grandpré, sur sa froideur et sa réputation de maître sévère. Mais quand elle arriva à l'habitation et vit les enfants, vit leur soif d'apprendre, leurs yeux brillants et leurs esprits vifs, elle accepta de prendre le poste. Elle installa une petite salle de classe dans l'un des bâtiments de stockage inutilisés. Elle enseignait la lecture, l'écriture, le calcul et l'histoire. Les enfants étaient avides de connaissances, absorbant tout ce qu'elle leur enseignait avec une intensité qui l'émouvait aux larmes. Toussaint, l'apprenti forgeron de 14 ans, était son meilleur élève. Il savait déjà lire un peu. Sa mère lui avait secrètement appris en utilisant une Bible, et il dépassa rapidement les bases. En quelques semaines, il lisait à un niveau qui aurait été impressionnant pour n'importe quel enfant de son âge. Henri commença aussi à payer des salaires. Ils étaient petits, juste quelques francs par mois par famille. Mais ils étaient payés en pièces, pas en bons. Pour des gens qui n'avaient jamais été payés pour leur travail, qui n'avaient jamais eu d'argent à eux, c'était un changement profond. Il cessa de porter un fouet. Il cessa d'entrer dans la rue Cazenègre sans invitation. Il cessa d'infliger des punitions pour des infractions mineures. L'habitation continuait de fonctionner, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait moins de peur, moins de tension. Les gens travaillaient toujours dur, mais ils travaillaient avec un sens du but plutôt que par terreur. Mais Henri lui-même changeait d'une manière qui allait au-delà de la politique. Ceux qui l'observaient de près remarquaient qu'il semblait hanté. Il s'arrêtait au milieu d'une tâche et fixait le lointain comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il se réveillait au milieu de la nuit et marchait à travers l'habitation, s'arrêtant au bord des champs de canne, fixant l'obscurité. Il commença à fréquenter l'église à Saint-Pierre, s'asseyant au dernier banc, ne parlant jamais à personne. Il arrivait juste au début du service et partait dès qu'il se terminait, évitant la conversation. Mais il écoutait attentivement chaque sermon, surtout ceux sur la rédemption, le pardon et le poids du péché. Gaspard Leclerc partit en février 1848. Il dit à quiconque voulait l'entendre qu'Henri avait perdu la tête. « Ce n'est plus le même homme », écrivit Gaspard dans une lettre à son frère. Quelque chose s'est brisé en lui cette nuit-là. Il marche comme un fantôme, se parlant à lui-même, fixant le vide.
Il leur paie des salaires pour l'amour de Dieu, les traitant comme s'ils étaient libres avant même que la loi ne passe. Je ne peux pas travailler pour un homme comme ça. Il va tout perdre, et je ne serai pas là pour voir ça arriver. Gaspard avait raison sur un point. Henri perdait tout. Sans l'or de la vente, il ne pouvait pas payer ses dettes. Les créanciers commencèrent à envoyer des lettres de plus en plus menaçantes. La banque de Saint-Pierre déposa une hypothèque sur la propriété. Les fournisseurs refusèrent d'étendre le crédit, mais Henri ne semblait pas s'en soucier. Il continuait de payer les salaires, il continuait de financer l'école, il continuait de traiter les gens sur son habitation comme des êtres humains plutôt que comme des biens. En mars 1848, alors que la nouvelle de la Révolution de février en France atteignait les colonies, il fit quelque chose d'encore plus inédit. Il commença à écrire des lettres aux officiels coloniaux plaidant pour l'abolition immédiate. Il écrivit au gouverneur de la Martinique, à des membres de l'administration, à quiconque pouvait écouter. Ces lettres étaient passionnées, détaillées et profondément personnelles. Dans une lettre découverte des années plus tard dans les archives coloniales, il écrivit « J'ai passé ma vie à croire que l'esclavage était un ordre naturel. Une institution nécessaire. J'avais tort. J'ai vu les visages d'enfants arrachés à leur mère. J'ai entendu les cris de parents qui savent qu'ils ne reverront jamais leurs fils et filles. J'ai ressenti pour juste un moment la terreur et le désespoir de ceux qui sont traités comme des biens plutôt que comme des personnes. Et je ne peux plus rester silencieux. Ce système est un mal. Il détruit non seulement ceux qui sont asservis, mais aussi ceux qui asservissent. Il corrompt l'âme et nous aveugle à l'humanité de notre prochain. Les lettres furent ignorées ou moquées par l'élite locale. Quelques-unes aboutirent à des menaces. Mais Henri continuait d'écrire, poussé par une compulsion qu'il ne pouvait expliquer. En avril 1848, le décret d'abolition fut signé à Paris, et la nouvelle arriva aux Antilles, quelques semaines plus tard. Le 22 mai, l'esclavage fut aboli en Martinique, après des soulèvements à Saint-Pierre. Henri rassembla les familles restantes et leur dit qu'elles étaient légalement libres maintenant. Il leur offrit de rester et de travailler comme salariés ou de partir avec sa bénédiction. La plupart restèrent, pas par loyauté, mais par pragmatisme. L'économie était dans le chaos. L'habitation offrait une stabilité. Mais la relation avait changé. Les familles n'étaient plus esclaves. Elles étaient des travailleurs, des gens avec un choix. Et Henri les traitait comme tels. Il commença à diviser les terres de l'habitation, offrant des parcelles aux familles qui voulaient te cultiver indépendamment. Il fournissait des semences, des outils et des conseils. En 1851, il vendit la majeure partie des terres restantes de l'habitation aux familles qui étaient restées, leur offrant des conditions si généreuses qu'un notaire de Saint-Pierre l'accusa de suicide financier. Le notaire avait probablement raison. Henri vendit la terre pour une fraction de sa valeur, acceptant un paiement échelonné sur 10 ans sans intérêt. « Pourquoi faites-vous cela ?» lui demanda le notaire. « Vous donnez tout ce que votre famille a construit. » Henri le regarda avec ses yeux hantés et dit « Parce que ce n'était jamais à moi pour commencer. »
Il ne garda que la grande maison et quelques hectares autour. Le reste, près de 120 hectares, fut divisé entre 12 familles pour 12 enfants. Ce n'était pas une coïncidence. Henri vivait seul dans la grande maison, refusant de se remarier ou de renouer avec ses propres enfants à Fort-de-France. Il leur écrivait occasionnellement, mais ils répondaient rarement. Ils avaient construit de nouvelles vies, et Henri était un rappel d'un passé qu'il voulait oublier. Il passait ses journées à lire, écrire et marcher dans les champs. Et chaque veille de Noël, il se tenait dans la cour à minuit, à l'endroit exact où il avait vu les 12 enfants, et il restait là jusqu'à l'aube. Personne ne savait ce qu'il faisait. Certains pensaient qu'il priait, d'autres qu'il faisait une veille. Quelques-uns croyaient qu'il attendait que quelque chose ou quelqu'un revienne. Madame Dubois, qui continuait d'enseigner à l'école même après l'abolition, lui demanda un jour à ce sujet. « Pourquoi restez-vous là-bas chaque veille de Noël ?» demanda-t-elle. Henri resta silencieux longtemps, puis il dit « Parce que j'ai besoin de me souvenir. » Se souvenir de quoi? De ce que j'ai failli faire, de ce que j'étais et de ce qu'ils m'ont montré. Les enfants, Henri hocha la tête, ils ne m'ont pas maudit. Ils ne m'ont pas fait de mal. Ils m'ont simplement fait voir, fait ressentir ce qu'ils ressentaient. Et ça m'a changé d'une manière que je ne peux pas expliquer. Chaque veille de Noël, je me tiens à cet endroit et je me souviens, parce que si j'oublie, même pour un moment, je pourrais redevenir cet homme. En 1856, Henri de Grandpré tomba malade. Cela commença comme une toux persistante en octobre, puis progressa vers la fièvre et la faiblesse en novembre. En décembre, il était alité, son corps frêle, mais son esprit toujours vif. Madame Dubois lui rendait visite régulièrement. « Avez-vous des regrets ?» lui demanda-t-elle un après-midi de mi-décembre. Henri resta silencieux longtemps, fixant le plafond. Puis il dit « Un seul, que cela m'ait pris si longtemps pour les voir comme des humains. » « Les enfants ?»« Tous, » dit Henri. « Chaque personne que j'ai possédée. Je me disais que c'était les affaires. Mais cette nuit-là, ils m'ont montré ce que j'étais vraiment et je ne pouvais pas ne pas le voir. »« Que vous ont-ils montré ?» demanda doucement Madame Dubois. Henri la regarda, les yeux remplis de quelque chose entre le chagrin et la terreur. Que j'étais le monstre, pas eux. Moi, j'étais celui qui volait des vies, qui détruisait des familles. Et le pire, c'est que je faisais tout ça en croyant que j'étais juste. Ils m'ont montré la vérité, et ça m'a détruit. Mais ça m'a aussi sauvé. Sauvé de quoi? De devenir quelque chose dont je ne pourrais jamais revenir. Si j'avais vendu ces enfants, j'aurais franchi une ligne qui ne pouvait pas être refranchie. Ils m'ont sauvé de ça. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer d'être digne de ce don. Le 20 décembre, Henri demanda à Madame Dubois de lui apporter ses journaux. Il tenait des journaux personnels détaillés depuis cette nuit de Noël 1847. Il passa 3 jours à les revoir, faisant des notes dans les marges, ajoutant des entrées finales. Le 23 décembre, il les scella dans une boîte en métal et les donna à Madame Dubois. « Gardez-les en sécurité, » dit-il.
Un jour, quelqu'un voudra peut-être savoir ce qui s'est vraiment passé. Qui sont-ils? Demanda Madame Dubois. Les 12, dit Henri. Les enfants. Ils sont grands maintenant. Mais je les vois encore parfois dans mes rêves, toujours debout dans cette ligne, à me regarder, attendant que je comprenne. Comprenez-vous maintenant? Henri sourit, un sourire triste et las. Je commence à comprendre. Le 24 décembre 1856, exactement 9 ans après la nuit où il avait essayé de vendre les 12 enfants, Henri de Grandpré mourut. C'était juste après minuit, le matin de Noël. Ses derniers mots furent à peine un murmure. Pardonnez. Les familles, qui étaient restées sur l'habitation, l'enterrèrent dans le petit cimetière sur la colline, non loin d'où Éléonore avait été enterrée. Elles marquèrent sa tombe d'une simple pierre, mais elles firent aussi quelque chose d'inattendu. Elles plantèrent 12 petits arbres autour de sa tombe, un pour chacun des enfants qu'il avait failli vendre, des acajou, forts et durables, qui grandiraient haut et fourniraient de l'ombre pour les générations à venir. C'était un geste qui déroutait les étrangers. Pourquoi des gens autrefois asservis honoreraient-ils l'homme qui les avait possédés? Mais ceux qui avaient vécu cette nuit de Noël comprenaient. Henri avait été un monstre, oui, mais il avait aussi été un homme qui avait changé, qui avait passé les 9 dernières années de sa vie à essayer d'expier ses péchés. Il n'avait pas réussi. Certains péchés sont trop grands pour l'expiation, mais il avait essayé. En 1875, un incendie balaya la vieille maison d'habitation abandonnée. Personne ne fut surpris. Mais quand les officiels vinrent évaluer les dommages, ils trouvèrent quelque chose dans les ruines. Sous les lattes carbonisées du bureau, ils découvrirent une boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient les journaux d'Henri. Le greffier Louis Mercier les prit et commença à les lire. Ce qu'il trouva le troubla si profondément qu'il scella les journaux. Les entrées de décembre 1847 étaient les plus troublantes. Henri avait écrit sur la nuit du 25 avec un détail atroce, mais il avait aussi écrit autre chose. Dans l'entrée finale de cette nuit-là, Henri avait décrit ce qu'il croyait s'être passé. Il ne parlait pas, mais je les entendais, pas avec mes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Il me posait une question encore et encore. Me vois-tu? Pas comme une propriété, pas comme des chiffres dans un registre, mais comme des enfants, comme des êtres humains. Et j'ai réalisé avec une horreur que je ne peux décrire que je ne les avais jamais vraiment vus. Et cette nuit-là, ils m'ont forcé à voir. Mercier lut ce passage plusieurs fois. Était-ce une hallucination? Il continua de lire. Dans une entrée de mars 1848, Henri écrivait « J'ai passé des mois à essayer de rationaliser ce qui s'est passé. Je me suis dit que c'était l'épuisement. Mais je ne peux échapper au sentiment que c'était réel. Que d'une manière ou d'une autre, ces 12 enfants ont trouvé un moyen de me montrer la vérité. Pas par la violence, mais par l'empathie. Et dans l'une de ces dernières entrées, je meurs. J'espère qu'ils peuvent me pardonner. Pas pour ce que j'ai fait, car c'est impardonnable, mais pour ce que j'ai failli faire et pour avoir passé le reste de ma vie à essayer d'être meilleur. Mercier scella les journaux dans les archives coloniales où ils restèrent pendant des décennies.
L'histoire d'Henri de Grandpré et des 12 enfants tomba dans l'oubli. Mais l'histoire ne disparut pas entièrement. Elle fut transmise à travers les familles. En 1923, un historien retraça 3 des 12 enfants, maintenant âgés. 2 refusèrent d'en parler. La troisième, Adèle, la plus jeune, accepta de parler brièvement. « Je ne me souviens pas de grand-chose, dit-elle. J'étais trop jeune. Mais je me souviens de ma maman qui me tenait cette nuit-là, et je me souviens m'être réveillé le lendemain matin et tout était différent. Monsieur Henri était différent, comme si quelque chose était mort en lui. Ma maman disait que c'était un miracle. » Quand l'historien demanda ce qu'elle pensait que c'était, Adèle resta silencieuse longtemps. Puis elle dit « Je pense qu'il nous a enfin vus, vraiment vus, et ça a tué la partie de lui qui pouvait vivre avec ce qu'il avait fait. » En 1979, un historien nommé docteur François Delacroix publia un livre sur l'histoire. Il avait découvert les journaux scellés. Il nota que les témoignages étaient trop cohérents pour être ignorés. Peut-être qu'Henri avait halluciné. Ou peut-être que pour une nuit, 12 enfants avaient trouvé un moyen de faire voir la vérité à un homme. L'habitation Bellevue n'existe plus. Mais les 12 acajou demeurent. En 2015, une équipe d'arpentage découvrit un groupe de 12 acajou massifs disposés en cercle sur une colline. Au centre, partiellement enterré, se trouvait une pierre tombale portant le nom de Henri de Grandpré. Au pied de chaque arbre, une petite plaque a été installée avec le nom de l'un des 12 enfants. Adèle, Jean, Lucie, Pierre, Céleste, Louis, Solange, Baptiste, Rosalie, Joseph, Marguerite et Toussaint. C'est un endroit calme. Mais les visiteurs rapportent souvent se sentir observés. Certains entendent un faible chant. Cette histoire nous montre que parfois, les hantises les plus terrifiantes ne sont pas surnaturelles. Ce sont les moments où nous sommes forcés de confronter la vérité de nos propres actions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé cette nuit de Noël 1847? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.